Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau et dernier live de l'année 2022. Très heureux car nous recevons ce soir des invités d'exception pour parler d'un sujet très important et qui nous passionne, qui vous passionne tout autant puisque nous allons parler de vos enfants et plus particulièrement de l'épargne de vos enfants. Effectivement, à l'approche des fêtes de fin d'année, vous êtes peut-être encore à la recherche du cadeau qui va faire mouche, un cadeau utile aujourd'hui mais qui deviendra encore plus utile dans le temps. Nous allons parler de la construction d'une épargne forte dans le temps afin que vos enfants réalisent l'intégralité de leur projet une fois leur majorité venue. Vous vous dites peut-être qu'il est un peu trop tôt pour penser à la construction d'une épargne pour vos enfants qui sont à naître, qui ont 1 an, 2 ans ou 10 ans, mais sachez qu'il n'est jamais trop tôt, ni trop tard d'ailleurs, pour construire son épargne. Nous allons donc aujourd'hui vous donner quelques conseils et surtout les bons tuyaux pour mener à bien ce projet, pour anticiper l'avenir de vos enfants et leur offrir un cadeau qui les rendra vraiment heureux. Spoil alert, on me dit qu'on ne parlera pas d'iPhone ici ce soir. Pour m'accompagner aujourd'hui, vous retrouverez, comme vous en avez l'habitude, Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts. Bonsoir Jean-Pierre, merci d'être avec nous ce soir. Nous recevrons dans un second temps Alexis Nac, directeur de la gestion chez Yomoni, qui nous parlera de l'impact des mouvements de marché sur les mandats Yomoni. Bonsoir Alexis, merci d'être avec nous. Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous. Et enfin, en troisième partie, nous avons la chance d'accueillir Maëva, fondatrice de Mon Budget Bento. Maëva est une influenceuse spécialiste de l'épargne qui traite notamment des questions d'épargne au sein de la famille. Bonsoir Maëva, merci d'être avec nous. Bonsoir Charlotte. Sans plus tarder, nous retrouvons le point marché de Jean-Pierre Petit. Alors, Jean-Pierre, vous êtes prêt ? Je suis prêt, moi. Comme d'habitude. Alors, première question. Selon vous, les États-Unis vont-ils échapper à la récession ? La politique monétaire de la Fed va-t-elle changer de cap ? Alors, sur la récession, j'ai envie de vous dire que pour les marchés, ça ne change pas énormément de choses, car si récession il y a, elle sera assez douce, c'est-à-dire très modérée. Et qu'actuellement, ce qu'on peut dire, c'est que grâce à la résistance de l'emploi, grâce à la désinflation qui est en route, ils ont les moyens d'éviter de justesse, mais ils ont les moyens d'éviter une récession qui, quoi qu'il arrive, sera extrêmement modérée aux États-Unis. Alors qu'est-ce que ça change pour la Réserve fédérale ? En fait, pas grand-chose. Je pense que la Réserve fédérale va continuer de resserrer un peu, peut-être un petit peu au-delà de ce que pensent les marchés, parce que l'emploi est encore un peu trop fort et surtout les salaires continuent d'augmenter assez fortement. Donc il y a un petit risque sur les prochaines semaines là-dessus. Après, est-ce que lorsqu'ils auront atteint le point haut des taux directeurs de la Réserve fédérale, est-ce qu'ils vont baisser les taux ? Ma réponse est non en 2023. Et donc, il ne faudra pas s'attendre à beaucoup de soutien. Il y aura une pause. Alors une pause, ce n'est pas totalement neutre pour les marchés actions et pour les marchés obligataires, mais je ne pense pas qu'il y aura une inflexion, comme vous le soulignez dans votre question, de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Ok, c'est un nom plutôt très affirmé de votre part. Ah bah. Pas de problème. J'allais revenir sur l'impact marché, mais vous l'avez fait à juste titre. Seconde question, en zone euro, la crise énergétique va-t-elle perdurer et se dirige-t-on vers une récession durable ? Alors, une récession, oui, on y est déjà, à mon avis. Durable, non, pas forcément, parce qu'il y a du soutien budgétaire, notamment en faveur des ménages, en faveur du pouvoir d'achat, parfois en faveur des entreprises, parce que la crise énergétique a été, sur les 3 derniers mois, un petit peu moins intense que ce qu'on pouvait craindre, notamment sur le prix du gaz et de l'électricité. Néanmoins, on est en récession. Après la sortie de la récession, au printemps-été prochain, ce sera quand même très laborieux. En ce qui concerne la crise énergétique va durer. La crise énergétique est liée à notre extrême dépendance vis-à-vis des énergies fossiles, alors que sur le plan du renouvelable, sur le plan du nucléaire et sur le plan de l'hydraulique, nous n'avons pas de capacité suffisante en fonction d'un certain nombre de facteurs très différents suivant les pays. Et donc, il faut s'attendre au moins pour cet exercice-là, pour cet hiver-là, et probablement pour l'hiver prochain, à moins que les choses s'améliorent en Ukraine, à moins qu'il y ait un certain nombre de variables un peu surprenantes puissent survenir. Je pense que l'année prochaine sera encore une année difficile pour l'énergie européenne.
Ok, donc au final, on se dit une crise énergétique qui va perdurer, en tout cas sur 12 mois, sur 12 mois glissants, mais une récession qui, elle, ne suivra pas forcément cette Et qui, récession. alors, elle est actuelle, la récession, et je pense qu'elle sera pas assez modérée dans l'ensemble, notamment dans un pays comme la France, beaucoup plus modérée. D'ailleurs, c'est même pas évident qu'il y ait une récession au sens technique du terme en France, alors qu'en Allemagne, c'est beaucoup plus évident. Elle sera assez modérée, mais la reprise sera également très laborieuse et lente, voilà, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de soutien monétaire. Il y aura moins de soutien budgétaire parce qu'il y en a eu déjà beaucoup et qu'il n'y a pas dans le monde de vecteur d'accélération particulier. Donc au total, ça restera quand même assez médiocre. Tout à fait, très clair. On continue notre tour géographique avec l'activité en Chine. Selon vous, peut-elle réaccélérer ? Alors il faudrait mieux d'ailleurs parce que actuellement c'est pas terrible. C'est pas terrible. Le quatrième trimestre sera certainement médiocre. Il n'est pas terminé évidemment à cause principalement de zéro Covid. Voilà, sur lequel vis-à-vis duquel les autorités chinoises ont commencé déjà à alléger à la mi-novembre. Et là, du fait des événements, des manifestations dans différentes villes de la République populaire ont été encore amenés à assouplir. Donc l'assouplissement de la politique zéro Covid est quand même plutôt une bonne chose. Il y a aussi des vecteurs d'assouplissement du côté des décisions que peuvent être amenées à prendre les provinces au niveau du marché immobilier. Il faut quand même voir que le marché immobilier en Chine souffre beaucoup. On est quasiment sur les transactions du premier semestre à moins 27. Donc c'est quand même un retournement extrêmement sensible. Donc il y a des petites mesures d'assouplissement qui sont prises. La politique monétaire, alors là pour le coup, c'est un des rares pays où la politique monétaire est expansive. Il y a un petit peu aussi d'impulsion budgétaire. Donc au total, elle devrait redémarrer. Il faudra probablement attendre les décisions de l'Assemblée nationale populaire du mois de mars pour avoir une inflexion un peu plus marquée au niveau de la politique zéro Covid. La politique zéro Covid est la résultante d'un taux de séroprévalence extrêmement faible, d'un taux de vaccination pas suffisant et de l'efficacité du vaccin national insuffisante, notamment à l'égard des personnes âgées et du refus des autorités chinoises d'importer des vaccins ARN messagers. Voilà où on en est. Donc je pense que globalement parlant, en fonction de différents progrès et puis en fonction des nécessités, on va aller vers un abandon progressif de la politique zéro Covid. Il serait bon sur le plan économique et a priori humain des quelques images qu'on peut encore percevoir de cette zone géographique. Une dernière question pour finir et un petit peu plus globale. Quelles sont pour 2023 vos premières prévisions, 1 en termes de croissance et 2 en termes d'inflation ? Alors ça ira mieux en termes d'inflation. On est déjà parti vers un processus de désinflation aux États-Unis, pas encore en zone euro parce que la zone euro connaît plus de problèmes, notamment énergétiques. Voilà, exactement. Donc il va y avoir un écart qui va se maintenir et le pic d'inflation, c'est pas encore forcément passé en zone euro. D'accord. On l'attend plutôt pour quand le pic d'inflation en zone euro ? Soit maintenant, soit au début de l'année prochaine. Il n'y aura pas une très grosse différence. Et on l'attend à combien ? Nos dernières discussions, on est autour de 10 ? Entre 10,5 et 11. D'accord. Voilà, entre 10,5 et 11 sur la moyenne de la zone euro. Et ensuite, ça baissera, mais ça restera encore tout au long du premier semestre au moins, et même une grande partie de l'année 2023, au-dessus du niveau moyen américain. Alors ça, ce sera quand même malgré tout bien pour la politique monétaire, bien pour aussi l'activité économique réelle. En revanche, compte tenu des difficultés accumulées, c'est-à-dire la crise énergétique, le contexte géopolitique, la baisse de la demande mondiale, des politiques économiques quand même monétaires et budgétaires, à l'exception de la Chine, quand même très restrictives, dans l'ensemble, il faut s'attendre à ce que les prochains mois soient quand même un peu difficiles. Et donc moi, j'ai depuis pas mal de temps une prévision de croissance en dessous du consensus. Pas beaucoup au-dessus du consensus. Il faut dire que le consensus a pas mal baissé, notamment les organismes internationaux, mais même les grands prévisionnistes. Et donc, je suis un petit peu en dessous. Par exemple, pour la croissance mondiale, l'année prochaine, je suis à 1,7, alors que le consensus est plutôt un petit peu au-dessus. Vous voyez, notamment en zone euro, où on sera, hélas, je pense, en négatif en moyenne annuelle. Mais c'est pas catastrophique. Ça n'a rien à voir avec la situation de Lehman Brothers de 2007-2008. Cela n'a rien à voir avec la première phase de Covid, qui a été une récession extrêmement brutale et profonde. Là, on est quand même plutôt sur quelque chose qui reste, à l'échelle mondiale, assez soft.
Voilà. Puis en plus, il y a des pays qui résistent pas trop mal, comme une partie de l'Amérique latine, l'Inde. Donc tout n'est pas catastrophique. Ouais. Toujours un réflexe chez l'humain de comparer avec des périodes similaires, mais ce n'est pas toujours le bon réflexe en termes de macroéconomie, mais également en termes de marché. Ah bah oui, bien sûr, parce que là, on a quand même une situation spéciale, on a une inflation qu'on n'avait pas vue depuis 40 ans, Ouais. on a un resserrement monétaire qu'on n'avait pas vu depuis 40 ans non plus. Un krach obligataire qu'on n'avait pas vu depuis et puis on a une 40 guerre ans. aussi. Ouais. Et on a une guerre. On a une guerre sur le sol européen. On n'avait pas vu depuis, je pense, plus de... Aussi grave depuis 1945 quand même, donc ça fait un petit moment. Et on a une crise nucléaire qu'on n'avait pas vue depuis 60 ans. On a un conflit quand même qui concerne, dont le protagoniste était une grande puissance militaire, la troisième du monde quand même, puissance nucléaire et membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est quand même des événements qui ne sont pas anodins. Tout à fait. Voilà. Ok, très clair, Jean-Pierre. Merci pour votre participation trimestrielle. On vous dit à très bientôt et on vous souhaite une bonne. Joyeux Noël. À vous aussi, très belle fête de fin d'année. Suite à l'analyse de Jean-Pierre Petit, nous allons enchaîner avec l'analyse d'Alexis Nac qui va revenir bien évidemment sur les performances des mandats de Yomoni et l'impact du contexte macroéconomique sur nos mandats. Alexis, nous sommes ravis de t'accueillir ce soir. Suite à l'analyse de Jean-Pierre Petit, je te laisse revenir sur peut-être le positionnement des portefeuilles Yomoni dans un premier temps. Alors, nous, dans les portefeuilles Yomoni, nous avions légèrement réduit notre exposition aux actions en début de trimestre, parce qu'on avait le principal risque qu'on avait identifié était un risque de déception sur les résultats d'entreprise. On avait peur que le ralentissement marqué de l'économie impacte les résultats des entreprises et déçoive les prévisions des analystes. On est finalement revenu sur notre position, on est revenu à une position neutre dans les portefeuilles en début de mois. Qu'est-ce que ça veut dire neutre dans les portefeuilles? Ça veut dire en ligne avec nos allocations stratégiques. Si je prends l'exemple d'un profil 6, une allocation équilibrée, on est revenu à une allocation 50% d'actions internationales, 50% d'obligations européennes, qui est notre allocation moyenne de très long terme. Pourquoi on est revenu à cette position neutre? Parce qu'on a identifié des signaux qui étaient un peu plus positifs, selon nous. Il y a beaucoup de signaux dont a parlé Jean-Pierre. Il y a le premier, je dirais, fait marquant était que finalement, la saison des résultats n'a pas été si catastrophique que ça. Si je prends aux États-Unis, on a 70% des entreprises qui ont publié des résultats au-dessus des prévisions des analystes. Donc c'est en dessous de la moyenne historique des résultats, mais c'est quand même des résultats qui sont plutôt bons. Les entreprises qui s'en tirent le mieux sont naturellement les entreprises qui ont une forte capacité à augmenter leur prix, ce qu'on appelle un fort pricing power, et qui arrivent à préserver leur marge dans un contexte de hausse de coûts de la production. Le deuxième point, et ça Jean-Pierre en a parlé, c'est l'inflation qui baisse enfin. En tout cas aux États-Unis, on a une inflation qui baisse pour le 4e mois consécutif. Donc on a maintenant une inflation à 7,7%. Le pic d'inflation semble vraiment être derrière nous aux États-Unis. Et ça, bien sûr, c'est une excellente nouvelle. C'est vraiment l'événement qu'attendaient tous les observateurs financiers. En Europe, bien sûr, la décrue est un peu plus longue, un peu plus incertaine. On a quand même baissé par rapport au pic de 10,6% qui avait été atteint en octobre. On est maintenant à 10% d'inflation, mais la crise énergétique risque en effet de continuer à peser sur les prix. Le troisième point, c'est que les indicateurs d'activité montrent que certes, l'activité continue à se rétracter, mais à un rythme qui semble s'être stabilisé. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Ça pourrait laisser envisager en effet que la récession serait peut-être d'une ampleur moins importante que ce qu'on avait pu anticiper au départ. Et le dernier point, je dirais, c'est la valorisation. On a une valorisation des actions qui reste plutôt attractive, qui est plutôt en dessous de sa moyenne très long terme, je dirais à peu près 9% en dessous de sa moyenne très long terme, et le rendement des obligations également qui est redevenu attractif. Ça, je dirais, c'est le seul avantage de cette hausse spectaculaire des taux, c'est que le portage des obligations est redevenu intéressant. On a maintenant un taux du 10 ans français, du bon du Trésor 10 ans français, qui avoisine les 2,3%. Et aux États-Unis, on a 3,5% de rendement sur ces obligations. Donc c'est des rendements qui redeviennent attractifs. Et qui renforce peut-être l'intérêt d'être en obligation directe plutôt qu'à travers du fonds euro. Exactement. Pour la réactivité des taux.
Pourquoi, à ce stade-là, on reste en position neutre, on ne passe pas en position surpondérée sur les actions? Oui. Parce qu'on a quand même, selon nous, hein, quand même des incertitudes encore sur l'ampleur de la récession vers laquelle on se dirige. Et ça, pour l'instant, tant qu'on n'y voit pas un peu plus clair dans les indicateurs d'activité, pour l'instant, on reste plutôt prudent dans nos allocations, on reste neutre dans nos allocations, parce qu'on se dit que si la récession est plus importante que ce qu'on pouvait imaginer, ça pourrait avoir un impact sur la prochaine saison des résultats. Ok, très clair, Alexis. Dans un deuxième temps, comme on en a l'habitude, peut-être faire un petit zoom rapide sur les performances de nos mandats en assurance vie. Alors, les performances restent très négatives hein, depuis le début de l'année, hein, puisqu'on est entre moins 4% de performance depuis le début de l'année sur le profil le moins risqué à moins 11,9% sur le plus risqué. Mais elles sont en légère progression par rapport au dernier webinaire. Comme je vous le disais, les signaux un peu plus positifs qu'on a détectés depuis le dernier webinaire, notamment l'inflexion hein, du discours des banquiers centraux, le pic d'inflation qui semble être derrière nous, a profité aussi bien aux obligations qu'aux actions, qui fait qu'on a quand même eu une progression des portefeuilles par rapport à notre dernier webinaire. Si on prend un peu de recul, hein, Charlotte, parce que comme je le dis à chaque fois, il faut toujours prendre un peu de recul pour commenter ces performances. Depuis notre lancement, on a des performances annualisées, donc moyennes depuis notre lancement, qui restent toutes nettement positives, bien sûr, et qui restent complètement conformes avec leur profil de risque. Il y a deux chiffres hein, que je voudrais mettre en avant. Hein. Sur un profil 6, on est à près de 3% de performance nette de frais de gestion. De tout frais d'ailleurs chez Yomoni. Après, je dirais à un moment extrêmement défavorable. Hein. Il faut bien avoir en tête que pour une allocation diversifiée, c'est l'une des pires années depuis 1929. Hein. Oui. Donc même dans ce moment, je dirais, extrêmement défavorable de mesure de cette performance, on est quand même sur des performances de 3%, donc nettement positives, qui sont certes inférieures à ce qu'on avait pu connaître l'année dernière, mais qui restent sur des niveaux satisfaisants pour un projet équilibré. Et sur le profil 10, hein, on a également une performance de 7% qui est en ligne, après avoir payé tous les frais de gestion, comme tu le dis, qui est en ligne avec la performance très long terme hein, des marchés, des actions internationales, je le répète souvent, qui font 7% en moyenne depuis plus de 30 ans. Et pour rappel, pour les gens, pour vous qui nous regardez ce soir, les performances hein, annualisées par profil, donc la slide, je pense, vient de partir, c'était la dernière ligne en vert, donc ce sont bien des performances par année sur les contrats d'assurance vie. Peut-être forcément, on a une question contextuelle pour aider les gens qui nous regardent à continuer à investir face à des perspectives macroéconomiques un poil pessimiste, hein, bien évidemment, on va pas se mentir ce soir sur le plateau, mais il y a quand même une question qui revient. On regardait les profils 6 avec des performances qui sont vraiment assez difficiles à entendre sur des gens qui ont pris des profils diversifiés pour... L'obligation a plutôt tendance, donc les profils diversifiés, type le profil 6, c'est un profil qui est moitié obligation, mais obligations qui ne sont pas garanties en capital, hein, ce n'est pas du fonds euro, et moitié action. Et on a tendance à dire, nous en tout cas dans l'équipe conseil, hein, on a tendance à dire que les obligations sont là pour limiter la volatilité de la partie action. Et au final, on est sur une classe d'actifs qui a... une perte assez importante, on a connu un krach obligataire. Est-ce qu'on peut en dire juste deux mots, peut-être pour les gens qui nous regardent, parce qu'on sait que beaucoup de nos clients sont investis... Une fois de plus, je vais te répondre, il faut se remettre en perspective. Hein. En effet, cette année a été exceptionnelle, hein, donc les obligations ont bien réduit la volatilité d'un portefeuille en profil 6 et réduit les pertes maximales, mais bien moins que ce qu'on a pu connaître hein, sur des années habituelles. On a eu une corrélation très forte entre les obligations et les actions cette année, qui est quasi, comme je le disais, qui est quasi inédite. Mais si on prend un peu de recul, hein, une fois de plus, un profil 6 n'est pas, on ne souscrit pas à un profil 6 pour un horizon d'un an. Si on prend un horizon de 8 ans, on voit bien que les obligations sur cette période ont bien joué leur rôle de réduction du risque des portefeuilles, d'amortisseurs, et que la promesse de performance, elle est tenue parce qu'on est toujours sur des performances qui sont en ligne avec, ce qu'on peut attendre pour une allocation équilibrée sur le long terme. Et rappelons-le, ce qui a été connu cette année sur les marchés n'était pas arrivé depuis
Alors, j'ai pas les chiffres en Europe, Ouais. mais aux États-Unis, en effet, c'est la deuxième année la pire depuis 1929 Voilà. pour une allocation diversifiée composée de 60% d'actions et Donc et normalement, 40% tout le monde d'obligations. situe à peu près à 1929 et si vous ne le situez pas, je pense que Google vous y aidera facilement. Merci Alexis pour toutes ces précisions. Et dernier petit conseil, on parle beaucoup de période inflationniste, on parle d'inflation je pense depuis déjà plus de 18 mois. Face à l'inflation, quel conseil donner aux gens qui nous écoutent pour investir ? Alors, face à l'inflation, je dirais, le conseil est toujours le même, hein, c'est qu'il faut prendre un peu plus de risques que ce qu'on avait l'habitude de prendre, hein, parce que, bien sûr, le rendement sans risque n'existe pas. Donc, si vous voulez battre des niveaux d'inflation qui ont fortement augmenté, vous êtes obligé de prendre un peu plus de risques dans vos portefeuilles pour battre ces inflations plus élevées que ce qu'on a connu. Qui dit risque, dit bien sûr étaler le risque dans le temps, hein. Nous, c'est toujours les conseils qu'on donne habituellement, hein, qui sont de bien calibrer son projet d'investissement, de lisser son investissement de départ et de bien se conformer au projet qu'on s'est fixé. Ils sont plus vrais que jamais. Et plus le projet est long, plus vous pouvez prendre de risques, j'ai envie de dire, entre guillemets, parce que plus votre projet est long, plus votre investissement plus votre horizon de placement d'investissement est long, moins les chocs de court terme ont d'impact sur vos performances annualisées. Okay, donc gardez bien la tête froide et essayez de vous rappeler les conditions dans lesquelles vous avez souscrit à l'origine votre contrat d'assurance vie et la durée pour laquelle vous avez souscrit. On ne le rappellera jamais assez, les marchés ne font pas que monter, mais les marchés ne font pas que descendre non plus. Et la performance d'un portefeuille est bien évidemment une moyenne sur la durée de votre investissement. Merci Alexis de nous rappeler ces bons conseils en termes d'investissement. On ne le rappellera jamais assez, pensez long terme, adaptez votre risque en fonction de votre horizon de placement et non l'inverse. Et quoi de mieux parler horizon de placement d'un enfant pour penser à long terme et passer le cap de l'investissement. C'est notre sujet de ce soir. On le sait parfaitement, à l'arrivée d'un nouvel enfant, on a un réflexe assez connu qui est d'épargner pour cet enfant. Que vous soyez parents ou même grands-parents, on souhaite tous le meilleur pour sa progéniture. Pour autant, le sujet n'est pas si simple. Comment donner ? Qui peut donner ? Combien peut-on donner ? Quel placement privilégié ? Et enfin, à partir de quel âge peut-on parler épargne, argent avec votre enfant ? C'est un vaste sujet. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure, pour l'aborder, nous avons la chance d'accueillir Maëva avec nous ce soir. Bonsoir Maëva. Vous êtes fondatrice de Mon Budget Bento. Vous faites de la gestion du budget, un jeu d'enfant sans mauvais jeu de mots bien évidemment. À votre actif, vous avez quand même plus de 40 000 abonnés sur Instagram et un livre paru en 2021 est déjà écoulé à plus de 5 000 exemplaires. Un grand bravo pour tout cela. Merci d'être avec nous. Est-ce que très rapidement, vous pouvez nous présenter Mon Budget Bento? Oui, bien sûr. Déjà, merci pour l'invitation, puisque moi, je suis cliente Yomoni depuis des années. Okay. Donc, du coup, ça fait plaisir de se faire inviter par ce genre d'entité. Et sinon, sur Mon Budget Bento, donc sur Instagram, je donne des conseils. Alors, en fait, ça s'appelle Mon Budget Bento, mais je donne pas beaucoup de conseils sur le budget, en fait, puisque tout est dans le livre, plutôt. Donc, c'est vraiment la relation à l'argent dans le couple, dans la famille, la carrière, etc. Donc, sur plein de sujets sur l'argent en général et vraiment de manière hyper relax, pas de mots trop techniques, ou en tout cas j'essaie de toujours bien expliquer pour que ce soit accessible à un maximum de personnes et puis après j'aime bien l'humour donc je fais toujours des petites blagues, voilà. Ok, d'accord, donc si ça vous intéresse, on vous retrouve sur Instagram sur le compte Mon Budget Bento. Oui, voilà. Après, j'ai un site internet j'ai mon blog qui est la réplication d'Instagram pour les personnes qui ne sont pas sur trop Instagram. Réseaux sociaux, etc. Okay. D'accord, donc, il y a aussi la version, le site en ligne, comme Yomoni. Ok, donc on a spécialement invité Maëva pour parler de manière simple et efficace de l'épargne de vos enfants. Donc selon vous, Maëva, pourquoi il est important de se préoccuper de l'épargne de ses enfants et de s'en préoccuper le plus tôt possible ? Comme Alexis le disait tout à l'heure, pour pouvoir aller chercher de la performance, en tout cas pour gérer son risque, plus on a un long terme et plus ça devient simple, ou en tout cas on répartit mieux son risque. Donc les enfants, forcément, dès qu'ils naissent, on sait que l'argent, ils pourront en disposer à leurs 18 ans. Donc ça laisse un horizon quasiment de 18 ans, en fait, si on s'y prend dès le départ. Donc c'est vrai que c'est important pour les parents, ça permet de se dire,
mon enfant, quand il va commencer dans la vie, je vais pouvoir lui donner un peu des billes pour les projets importants, que ce soit, alors bon, bien sûr, les parents, on pense toujours aux études, mais il y a... C'est le premier réflexe. On les voit tous faire une école sup, mais ce ne sera pas forcément le cas de tous, mais... Après, voilà, en tant que parent, notre rôle, c'est de donner des billes à nos enfants pour qu'ils puissent gérer, qu'ils puissent avoir un petit pécule quand ils arrivent à cet âge-là. Après, bon, s'ils ont envie de faire le tour du monde, ce sera leur envie. Mais au moins, on sait, en tant que parent, moi, par exemple, je vois mon fils, il a 15 ans, j'ai 37 ans, ça ne se voit pas forcément. Vous avez un fils de 15 ans, ok, d'accord. Oui. Je m'y attendais pas forcément. Et donc, du coup, voilà, lui, il va bientôt arriver à 18 ans, en fait. Donc, il y a tout ce qui est permis de conduire, éventuellement aider pour une voiture. Après, on peut aussi penser premier achat, installation, comme tu disais, ou je sais pas, il y a tellement de projets que les enfants peuvent il y a un côté rassurant et l'idée première que même si vous vous dites que c'est trop tôt quand un enfant et vers quel âge vous avez commencé à épargner pour votre fils? Alors moi j'ai commencé quand il était petit, en fait c'est vraiment c'est le réflexe quand ils sont... Après même si c'est des petits montants aussi, parce qu'il ne faut pas que les personnes aussi se disent ça sert à rien d'économiser 10 euros. Au début c'est peut-être que 10 euros, et puis au fur et à mesure aussi que notre carrière elle se développe. Dans le temps. Exactement. Voilà. Après ça peut être 20 euros, 30 euros, etc. Donc il ne faut pas avoir peur ou repousser le moment de commencer à épargner parce qu'on pense que ce n'est pas suffisant. Ok, donc au final, il faut commencer le plus tôt possible et l'enjeu ici est bien évidemment d'anticiper les projets futurs de vos enfants, que ce soit des études, un permis de conduire, un mariage, un bac, l'acquisition de leur résidence principale, qu'apportent les raisons. On sait que d'avoir de l'épargne de côté, c'est toujours très utile. Donc maintenant qu'on a compris ça, on sait qu'en fait on peut ouvrir un compte pour son enfant dès sa naissance, un compte courant. Donc maintenant qu'on a compris la nécessité et l'importance d'épargner pour son enfant, comment on fait concrètement? Toi, tu es quand même une spécialiste de la budgétisation, même si on a bien compris que mon budget bento ne se consacrait pas qu'au budget. Mais comment on fait pour allouer une part de son budget et quelle part de son budget on alloue à l'épargne de ses enfants? Déjà, le budget, c'est vrai que souvent, quand on parle budget, c'est très focalisé sur les dépenses. Oui, alors j'ai dépensé 2 euros pour ma baguette, enfin ce genre de choses. C'est ça que... Voilà, c'est plutôt après coup et puis se dire bon comment je fais pour épargner. Et moi, ce que je conseille, c'est plutôt de prendre le sujet à l'envers et plutôt de se dire c'est quoi mon objectif d'épargne et après d'adapter mes dépenses en fonction. Puisque l'épargne, c'est comment on finance tous ces projets en fait. Ensuite, le point que je donne par rapport aux enfants, c'est que le plus important, ça reste quand même l'épargne des parents. Mais du coup, il faut quand même un peu penser aux enfants. Donc moi, je conseille 10 à 15% pour que ce soit quelque chose d'équilibré entre l'épargne des parents et l'épargne des enfants. Ok, donc selon la méthode, en fait, d'abord on définit son budget familial, c'est-à-dire celui dont la famille a besoin pour vivre. Et une fois que ce budget est installé, donc si vous avez du mal vous-même déjà à budgétiser, que vous êtes plus dans le constat des dépenses que dans l'anticipation de vos projets, de vos budgets, vous pouvez vous référer sur la méthode de Maëva, bien évidemment. Et une fois que votre budget familial est établi, vous savez que vous pouvez consacrer 10 à 15% de ce budget à l'épargne de vos enfants. D'ailleurs, d'après un sondage que nous avons réalisé auprès de nos abonnés LinkedIn, la majorité des parents affirment consacrer pour 65% d'entre eux, consacrer moins de 10% de leur épargne à leur enfant. Donc vous avez encore un petit peu de marge sur ce sujet, et tandis qu'il serait seulement 24% à leur consacrer 10 à 15% de leur épargne. Donc on est plutôt sur un sous-budget, donc il ne faut pas hésiter en fait à consacrer cette épargne aux enfants. Il vaut mieux le faire petit à petit en prenant beaucoup de recul, beaucoup d'avance en fait sur le sujet, plutôt que de se retrouver au moment de leur majorité à devoir accélérer. On ne sait pas déjà dans quel état seront nos finances quelques années plus tard. Et puis, ça peut être des sommes importantes, surtout si on a des enfants rapprochés après coup. Oui, donc c'est vrai, c'est important ce que tu as dit, Charlotte, par rapport au fait d'épargner dès le début. Du coup, c'est vrai que si on fait moins de 10%, alors bien sûr, il ne faut pas se culpabiliser par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, bon déjà, ils épargnent pour eux, c'est déjà pas mal, parce qu'il y a, je pense, à peu près 30% des Français qui mettent pas du tout d'épargne de côté. Donc, ne vous culpabilisez pas par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il faut quand même y penser parce que si ton enfant, comme par exemple mon fils, il va avoir 15 ans, si c'est seulement maintenant que je commence à me poser des questions, en 3 ans, ce sera beaucoup plus difficile que ce qu'on peut faire en 10 ans ou en 18 ans, quoi.
Oui. C'est logique, mais il faut le dire. Et puis on va le voir que sur maintenant qu'on sait en fait pourquoi on donne à ces enfants, pour anticiper sur leurs besoins futurs, et plus on le fait tôt, mieux on peut forcément anticiper. Le combien, on a vu qu'en fonction de votre budget familial, c'était 10 à 15%, on va se poser la question du comment. Et là, la date à laquelle vous allez commencer, n'oubliez pas quand même qu'il n'est jamais trop tard pour démarrer, pour commencer à épargner, mais plus vous le ferez par anticipation, plus on va pouvoir jouer aussi sur le comment, c'est-à-dire sur les enveloppes qui sont disponibles pour l'épargne de vos enfants. En effet, à la naissance de nos enfants, comme nous l'avons déjà dit, on a le réflexe de penser aux études supérieures. Alors peut-être parce qu'on en a fait nous-mêmes ou peut-être parce que justement on n'en a pas fait assez. On a ce réflexe de mettre nos enfants à l'école jusque très tardivement et on a ce réflexe d'ouvrir un fameux livret bancaire. Alors ils prennent l'appellation de livret bleu, de livret A en fonction des banques. Leur point commun, c'est qu'ils ne vous permettent jamais de parer l'inflation, surtout sur des durées aussi longues d'investissement, notamment pour les enfants qui se verraient dotés d'un livret bancaire dès la naissance. 18 ans sur un livret A, ça peut faire mal en termes de pouvoir d'achat. Donc c'est le réflexe, mais au final, c'est pas le bon. Et donc on est là avec Maëva pour se demander quelle autre possibilité s'offre à un enfant, quel autre type d'épargne, quel autre type d'investissement au final on peut faire à l'égard de son enfant. Je veux juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'inflation, parce que comme on en a beaucoup parlé pendant les sessions précédentes, c'est vrai que si par exemple aujourd'hui on met de l'argent sur un livret A et on se dit ah bah ça va payer le permis dans 18 ans, mais en fait dans 18 ans ça paiera peut-être une moitié de permis tellement on n'aura pas eu un rendement suffisant. Donc effectivement il faut plutôt essayer pour les enfants, vu qu'on est sur un horizon lointain, de choisir autre chose que le livret A. Parce que c'est vrai que tout le monde se précipite sur le livret A, c'est facile, c'est simple. Mais et c'est sécurisé. C'est un peu, moi je dis à mes abonnés, c'est un peu une autre époque en fait. Les parents, ils faisaient ça, ils faisaient le PEL, ils faisaient ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres solutions. Par exemple, le compte titre, donc le CTO, il y a plein de gens qui ne savent pas qu'on peut en ouvrir pour les enfants. Oui, après, bien sûr, il faut le gérer, comme on dit, en bon père de famille ou en bonne mère de famille. Il faut aimer ça, parce que la gestion, ça prend du temps. Hein, oui, ou alors en gestion pilotée. Tout à fait. Pour les personnes qui veulent. Et puis, donc, il y a aussi le PEA, mais par contre, c'est plus trop pour les enfants, puisqu'il faut quand même être majeur, avoir mais 18 ans. être toujours dans le foyer fiscal des parents. Okay. Et puis, la dernière solution, la plus flexible et qui s'adapte à tous les profils, je trouve, c'est l'assurance vie. Qui permet de couvrir différents types de risques en fonction de son profil d'investisseur ou d'investisseuse. Et du coup, Yomoney, c'est un des acteurs qui permet de faire ce type de placement pour ses enfants. Effectivement, on parlait de l'exemple du permis de conduire. Donc, ce qu'on voulait aussi évoquer par là, c'est que le coût du permis de conduire, lui, en 18 ans, il va continuer d'évoluer, ça c'est sans aucun doute. Mais votre épargne investie sur un livret A ne suivra peut-être pas l'évolution du coût du permis de conduire. Et au final, vous vous retrouverez un petit peu le bec dans l'eau à avoir fait un effort d'épargne qui ne permettra pas de rémunérer à juste titre, en tout cas de financer les projets actuels. Là, on vous montre un graphe, on vous montre l'évolution. Il est disponible sur le site de Yomoney, bien évidemment. On vous montre la comparaison de l'évolution d'une somme d'argent placée à la fois sur un livret A et sur le CAC 40. Et on se rend bien compte qu'à terme, on multiplie par 7 en fait, la plus-value générée par l'investissement. Donc effectivement, investir comporte des risques, hein, vous le savez très bien. Les performances passées ne prévalent pas de nos performances futures. Mais normalement, si vous investissez sur les marchés, que vous investissez sur des sous-jacents, en tout cas des allocations qui sont relativement faible en termes de coûts, vous avez toutes les chances de répliquer sur des durées aussi longues, des durées de 8 ans, 10 ans, 15 ans, voire 18 ans, comme on l'évoquait tout à l'heure, de répliquer la performance de marché sans aucune difficulté. Si on se donne à titre d'exemple, on a fait nos petites simulations de notre côté, vous ouvrez un contrat d'assurance vie, comme en parlait Maëva, et ça va être notre sujet juste après, avec un capital de départ peut-être de 300 €, en mettant un investissement mensuel de 50 €, eh bien on se rend compte au bout de 18 ans en fonction du profil de risque, mais partant du principe que vous êtes sur un profil, il y a au moins 50% d'exposition à action, c'est ce qu'on recommandera au minimum hein, sur une durée d'investissement aussi longue que 18 ans, vous allez au moins accumuler une vingtaine de milliers d'euros à terme sur ce placement, au final en mettant 50 € par mois. Alors après, il faut trouver le bon budget mensuel, c'est-à-dire que vous pouvez mettre de côté quelque part un peu sans vous en rendre compte, et bien évidemment, au moment de la majorité de votre enfant, vous aurez la bonne surprise
En fait, vous aurez la bonne surprise de voir que votre épargne, non seulement s'est cumulée, mais a aussi pris l'effet marché avec, et ce qui donnerait un effet très, très positif. Autre question pour vous, Maëva. On a parlé de l'épargne, on a parlé du fait qu'au final, il valait mieux, même avec l'argent de ses enfants, investir plutôt que d'épargner. C'est bien le message qui est là. Une autre question, et qui là est un peu plus tabou, c'est à partir de quel âge en fait on peut commencer à parler d'argent avec son enfant? Je pense que les enfants, ils comprennent beaucoup de choses avant qu'on pense qu'ils comprennent, puisqu'on le voit dans les familles, ils comprennent tout un peu les dynamiques, etc. Donc, dès qu'ils commencent à savoir compter, puis ça peut être un jeu aussi un petit peu avec les chiffres, etc. Du coup, plutôt avec de l'espèce, bien sûr, pour compter les pièces, etc. Bon, tu vas acheter des bonbons, c'est combien? Donc là, c'est le côté un peu ludique d'apprendre à compter. Un petit budget. Voilà, ouais. exactement. Et puis après, moi, l'idée que je donne pour les enfants, peut-être encore primaires, c'est de quand, par exemple, s'ils ont un petit argent de poche ou qu'on lui donne l'argent pour un anniversaire, par exemple, d'avoir le porte-monnaie et la tirelire, pour qu'ils apprennent en fait la notion de dépenses immédiates. Voilà, avec mon porte-monnaie, je vais m'acheter des petits bonbons, etc. Et puis avec ma tirelire, je vais peut-être m'acheter, alors je sais pas, un jeu, ou je vais acheter un petit bout de mon vélo. Enfin voilà, le côté projet et un peu plus long terme. Et une mise en application concrète. Voilà, exactement. Et puis après, bien sûr, quand ils sont plus grands, c'est commencer à se familiariser avec tout ce qui est mode de paiement, et puis avoir l'épargne, etc. Et pas hésiter à en parler avec eux, en fait, que ce soit pas un secret de polichinelle, exactement. Que ce ne soit pas tabou. Et plus on apprend à le gérer tôt, plus généralement on s'en sort. Enfin, on garde quelques bons réflexes qu'on puisse avoir. Exactement. En plus, quand on a la possibilité de voir, aujourd'hui j'ai 5 000 €, même si je ne peux pas y toucher, je vois que ça devient 5 500, 6 000, etc. On apprend aussi à voir que l'argent, ça peut s'accumuler, ça peut aussi fructifier. Et du coup, de ne pas avoir ce truc de quand ton enfant il a 18 ans et qu'il n'a jamais eu d'argent ou jamais des grosses sommes, et d'un seul coup, j'ai 10 000 €, oui. Tout de suite, je vais m'acheter une petite Audi, je sais pas quoi. Mais je pense que ça, c'est la crainte de beaucoup de gens qui nous regardent. Donc, le message, clairement, ce soir, n'est pas d'expliquer à votre enfant de 5 ans que vous avez cumulé une épargne de 5, 10, 15 et plus sur un contrat d'assurance vie Yomoni qu'on va vous présenter juste à l'instant, mais plutôt de l'habituer à avoir des réflexes, entre guillemets, financiers, avec un petit peu de monnaie, avec une mise en application très concrète à un âge où ils sont en âge de comprendre. Ça va être variable selon les enfants, mais même vers 5-6 ans, on peut commencer pour acheter le pain, acheter des bonbons, enfin des petites choses très factuelles, et puis y aller de manière progressive. Et donc on vous parlait du fait de sortir en fait de cette notion d'épargne et plutôt de rentrer dans le milieu de l'investissement pour vos enfants. Et ce fameux cadeau de Noël qu'on vous propose ce soir, c'est notre contrat d'assurance vie intergénérationnelle. C'est quoi ce mot un peu bizarre? Le contrat d'assurance vie intergénérationnelle, c'est notre contrat Yomoni Kids. C'est des contrats d'assurance vie que vous allez pouvoir ouvrir au nom de vos enfants. Généralement, on a l'habitude, en fait, quand on veut penser à ses enfants, on se dit je garde l'épargne à mon nom, donc j'ouvre l'assurance vie à mon nom, je mets mes enfants en tant que bénéficiaires, et là, en fait, vos enfants auront accès à l'épargne seulement une fois que l'assureur, c'est-à-dire vous-même, serez décédé. Donc là, on parle vraiment d'une transmission de son vivant d'épargne à ses enfants pour pouvoir les aider en espérant que vous soyez là à leur côté pour les aider sur le plan humain, émotionnel, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir un contrat au nom de l'enfant. Ça, on peut le faire dès la naissance. Yomoni Kids, c'est un contrat d'assurance vie comme vous le connaissez peut-être vous en tant qu'investisseur adulte chez Yomoni. La particularité, c'est que ce sont des contrats qui s'ouvrent à partir de 300 €, donc encore plus accessible que nos contrats d'assurance vie pour les gens de plus de 18 ans à partir de 1 000 €, avec la mise en place d'un versement programmé dès 50 € par mois, donc qui s'adapte pas forcément à toutes les bourses, mais en tout cas à une grande majorité d'entre elles. Vous avez accès à la même gestion que sur les contrats classiques chez Yomoni. C'est très important pour nous, mais on offre la même qualité de mandat de gestion à tous nos investisseurs, accessible du profil 2 au profil 10. Bien évidemment, ce contrat est ouvert par les deux parents. Et il est alimenté par le compte courant que vous devez préalablement ouvrir au nom de votre enfant. Voilà. Juste pour vous expliquer comment ça marche d'un point de vue très opérationnel, donc le contrat s'ouvre en quelques clics. Il peut s'ouvrir entre deux biberons, comme on nous le précise. Mais ce que vous devez retenir, c'est que c'est un contrat qui va s'ouvrir très facilement à partir du moment où les deux parents sont présents, et en fait qui va remonter dans l'espace connecté du parent qui se dira référent. Alors ça peut être le père ou ça peut être
être la mère, mais c'est vous qui allez gérer le contrat. Quelques petites recommandations sur l'ouverture de ce contrat. La première, c'est vraiment de mettre en place une épargne automatique pour continuer à capitaliser quelque part sans vous en rendre compte, ce qui est plutôt bon à la fois pour que l'épargne grossisse, mais aussi pour lisser les cours de bourse sur les marchés financiers. La deuxième chose, c'est de penser en fait à la mise en place d'un pacte adjoint. Donc il faut y penser au moment de l'ouverture du contrat d'assurance vie et pas a posteriori. Il faut vraiment que ce soit fait de manière concomitante. Donc en tout cas chez Yomoni, il suffit de contacter le chat, de contacter le service client par chat ou par téléphone et demander à ce qu'on vous envoie le pacte adjoint qui va permettre en fait de mettre comme une clause parentale comme sur la télé, qui va vous permettre de mettre un droit de regard sur l'utilisation de l'épargne constituée entre les 18 et les 25 ans de l'enfant. Et on sait généralement qu'avant, on estime que la fin des études supérieures dont on parlait tout à l'heure s'achève autour de 25 ans et qu'à partir du moment où généralement on paye son premier loyer, ses premiers impôts, ses premières factures, on a tout de suite une réalité financière qui nous arrive, on a une autre notion de l'argent et donc vous allez pouvoir en tant que parent valider les demandes de rachat de votre enfant entre 18 et 25 ans et puis après au-delà de 25 ans, l'épargne devient à lui mais dans un contexte un peu plus sécurisé. C'est vraiment c'est vraiment un outil très, très judicieux, le pacte adjoint, et qui apporte beaucoup de sérénité aux parents investisseurs, qui vous permet d'épargner au nom de l'enfant directement, mais en gardant un droit de regard jusqu'à leurs 25 ans. Justement, quand on a fait la préparation, donc pour mes abonnés qui regardent, souvent je leur dis faites attention quand vous mettez de l'argent de côté au nom de vos enfants, parce que vous ne savez pas à 18 ans qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Et s'ils sont au courant. Oui. Après, normalement, la moindre des choses, c'est de les mettre au courant. Mais du coup, c'est vrai qu'avec le pacte adjoint, dont tu m'as parlé pendant la préparation, que je ne connaissais pas, c'est idéal en fait, puisque ça permet vraiment de mettre l'argent de côté et de maîtriser quelque part comment ça va être utilisé et que ça ne soit pas cramé dans des bêtises ou pour acheter quelque chose pour la petite copine ou le petit copain, alors qu'on a un peu trimé pour mettre cet argent de côté. Et puis à 18 ans, on sort à peine normalement on sort à peine du bac, du baccalauréat. On a peut-être eu quelques petits boulots à droite à gauche, mais c'est pas forcément dit. Et donc se retrouver avec une somme d'argent plus ou moins importante, même 10 000 euros, ça peut vite donner des envies soudaines, tourner la tête. Et c'est un peu déceptif quand même pour la personne qui a capitalisé les 18 années durant. Donc pensez bien au pacte adjoint, vraiment à l'ouverture de votre contrat d'assurance vie. Et enfin, selon les statistiques, on se rend compte qu'il est plus intéressant, en tout cas plus instructif, en fait, de donner un placement à vos enfants plutôt qu'une somme d'argent en cash. Et donc, ce sera notre dernier sujet sur comment donner de l'argent à vos enfants. Juste petit aparté, en fait, il a été constaté que quand vous donnez une somme d'argent liquide sur le compte courant de vos enfants, alors que si vous leur transmettez un contrat d'assurance vie investi, eh bien, en fait, vous allez aussi leur transmettre une culture financière, une culture de l'investissement. Peut-être que vous avez eu du mal à acquérir cette culture. Et en tout cas, c'est un deuxième cadeau dans le cadeau que vous allez leur faire, puisque pour effectuer un rachat, ils vont être obligés de s'intéresser à l'enveloppe, ils vont être obligés de s'intéresser à la fiscalité, à la location, peut-être comprendre comment ça se passe. Et en tout cas, l'argent ne sera pas disponible immédiatement sur le compte courant. Il va nécessiter un minimum de réflexion, parfois même de discussions familiales, qui sont parfois très bien aussi pour intégrer. À partir de 15-16 ans, c'est très bien de commencer à aborder ce type de sujet. Voilà, mais en tout cas, dès la majorité, et s'ils peuvent avoir accès à leur contrat, ils seront obligés de s'intéresser parce qu'ils ne pourront pas en disposer comme on en dispose sur un compte courant. Donc transmettre un contrat d'assurance vie plutôt qu'une somme d'argent, c'est transmettre un cadeau pour l'avenir, mais aussi une culture financière qui leur sera forcément nécessaire au-delà, dans les années suivantes, pour tous leurs projets que constituera leur vie. On fait un dernier point lors de ce webinaire sur comment donner de l'argent à ses enfants. C'est des questions qu'on a régulièrement pendant nos coachings patrimoniaux. Vous pouvez prendre rendez-vous sur notre plateforme, bien évidemment, avec l'ensemble de nos conseillers financiers. Souvent, on se demande jusqu'à quelle somme d'argent on peut donner à ses enfants sans avoir à les déclarer fiscalement. Alors, si vous ouvrez un contrat sur lequel vous mettez 300 € plus une épargne de 50 € par mois, bien évidemment, il n'y a rien à déclarer, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas forcément de contrôle. Mais à partir du moment où vous allez vouloir donner des sommes un peu plus costaud, on va avoir deux cas de figure qui se présentent selon la loi, selon le Code civil. On a à la fois les présents d'usage et les donations. Alors, le présent d'usage, c'est ce qu'on va donner de manière régulière à un enfant. Il faut qu'il y ait un événement de vie, du type un anniversaire, Noël, le baccalauréat. Un diplôme.
un diplôme, un mariage, ça peut être un événement de la vie, en tout cas un événement qui se fête. Et vous allez pouvoir donner, en fait, on va pouvoir donner une somme d'argent à ces enfants. Et selon le Code civil, c'est l'article 852 du Code civil qui définit le présent d'usage, il faut que le caractère du présent d'usage s'apprécie à la date à laquelle il est consenti, donc au moment où vous faites ce présent d'usage, ce don, et compte tenu de la fortune du disposant. Donc c'est un petit peu flou, mais il faut une notion, il faut que ce soit en adéquation, soit avec votre revenu, soit avec votre patrimoine. On va donner juste un exemple. C'est l'anniversaire de votre fils. Vous avez 30 000 € de patrimoine financier. Vous lui transmettez 25 000 €. On n'est plus dans le cadre du présent d'usage, mais on est dans le cadre de la donation déguisée. Donc, on n'est plus dans le même cadre fiscal. Donc, voilà. Après, on peut faire le même exemple sur vos revenus. Vous allouez, vous avez un budget mensuel de 1 500 €. Vous allouez 1 200 € tous les mois à vos enfants. Ça peut être vu aussi comme un peu plus que le présent d'usage. Bien évidemment. À côté de ce présent d'usage existent les donations. Donc on a plusieurs types de donations pour les enfants. On a la donation classique par lien de filiation. Cette donation, elle peut être simple ou partage. On y vient juste après. Et en fait, c'est le degré de parenté entre le donateur, celui qui donne, entre le donateur, celui qui donne, et le donataire, celui qui reçoit, qui va déterminer les montants. En fait, vous pouvez donner par parent, par enfant, tous les 15 ans, 100 000 €. Donc en gros, s'il y a les deux parents, vous pouvez donner 200 000 € par enfant tous les 15 ans. En tant que grand-parent, vous pouvez donner 31 865 € par grand-parent, par petits-enfants. Et on continue sur les arrière-grands-parents, éventuellement les oncles et les tantes. Ça, ce sont des donations que vous pouvez faire alors que votre enfant est mineur. Vous pouvez mettre en place ces donations dès la naissance. Et ce sont des donations qui peuvent prendre la forme d'une donation en cash, en immobilier, en œuvres d'art, en bijoux, enfin en ce que vous possédez et de la manière dont vous avez envie de donner. Petite précision, on parle de donations simples parce qu'elles sont quoi qu'il arrive, ces donations sont à déclarer à l'administration fiscale. Donc, soit via une donation simple, vous avez la déclaration 2735. Donc, vous allez sur Google, vous téléchargez le document CERFA 2735 que vous remplissez en double exemplaire. Un pour vous, un pour votre enfant, que vous déposez le plus rapidement possible au centre de vos impôts. Vous avez 1 mois à date de donation pour le faire. Et après, il existe aussi la donation partage. Maëva, c'est quoi la différence entre ces deux types de donations ? La donation simple, on va dire, je te donne un montant, c'est 10 000, et par exemple, j'ai 3 enfants, mais j'ai mon fils qui, je sais pas, a besoin de faire quelque chose, et je lui donne 10 000. Donc ça va être la donation simple. La donation partage, ça va être une façon de fixer le montant dans le temps. Puisque par exemple, si je donne 10 000 à mon fils aujourd'hui et que avec ces 10 000 €, il fait quelque chose de génial et que quand je décède, les autres frères et sœurs, ils ont que 10 000 aussi, ils vont dire oui, mais lui, il a pu profiter de ces 10 000 pendant X années. Donc l'idée, c'est de dire, je vous donne 10 000 chacun, et tout le monde est d'accord. Alors quand c'est de l'argent, c'est un peu facile, mais c'est souvent quand il y a des donations de différents types de patrimoine. Par exemple, un qui reçoit une voiture, un qui reçoit un appartement, et l'autre qui reçoit du cash. Ça permet de dire que tout le monde est d'accord pour dire que la donation, elle est égale, elle est figée à la valeur où on la reçoit, et pas au moment de la succession. Donc un don simple, vous faites document CERFA 2735, vous le remplissez en double exemplaire, vous déposez à votre centre des impôts sous 1 mois suite à la donation. La donation partage qu'on va privilégier, soit parce que vous donnez des actifs de nature différente à vos enfants, soit parce que vous êtes face à une fratrie, où là, en fait, vous allez passer devant notaire, donc c'est lui qui va s'occuper des démarches administratives. Ça a un coût, mais c'est pas excessif. Et en fait, on va figer la valeur de la donation au jour de la donation et on ne pourra pas reporter. C'est-à-dire que s'il y en a un qui a reçu 10 000 € et qui a investi dans une entreprise qui a fortement fructifié, et au moment de la succession, ces 10 000 € valent 100 000 €, et bien en fait, celui qui, lui, a dépensé ces 10 000 € immédiatement ne pourra pas aller chercher une compensation sur celui qui a investi plus intelligemment son argent. Donc attention à la différence entre la donation partage et la donation simple. La recommandation, c'est vraiment de demander conseil à votre notaire et même de passer devant notaire pour une donation partage en cas de fratrie, ou si vous donnez éventuellement une voiture à l'un, un appartement à l'autre, peut-être que la voiture ne va pas finir dans le même état que l'appartement in fine. Juste pour donner juste un exemple, par exemple, si on a 2 enfants, on donne un appartement à chacun qui a exactement la même valeur. Oui. Il y en a un qui dit moi je veux l'argent, donc je le vends immédiatement, et l'autre 2 appartements 100 000. Il y en a un qui prend ses 100 000, il vend, et l'autre, comme on fait à Paris, il le conserve, il vaut 300 000 € 20 ans plus tard. Le deuxième frère ne pourra pas dire mais toi tu as reçu 300 000 € en fait. Donc c'est juste pour donner un autre exemple. Quand la donation est simple, en fait,
le frère qui, lui, a récupéré l'argent et l'a dépensé, il peut demander une rétribution à celui qui a fait fructifier l'épargne en cas de don simple au moment de la succession de celui qui a donné. Et donc ça, alors ça arrive souvent par les personnes rapportées, hein, petite expérience notariale passée, mais en tout cas, il faut s'en prémunir. On se dit toujours qu'il n'y a pas de problème, mais dans le temps, vous ne serez plus là pour gérer ces questions d'argent. Et donc, il faut toujours anticiper, bien évidemment, le risque. Une autre type de donation existe, c'est ce qu'on appelle le don familial de somme d'argent. Donc, celui-ci, vous ne pouvez le donner qu'en argent, donc vous ne pouvez donner que des sommes d'argent. Le montant s'élève à 31 865 €. Ce don est appelé aussi le don Sarkozy. Peut-être que ça vous parle davantage. Attention, il est possible, donc n'importe quel membre de votre famille, en fait les parents, les grands-parents, vous pouvez donner 31 865 € à un membre de votre famille. Pour autant, la personne qui reçoit l'argent doit avoir plus de 18 ans, donc on n'est pas dans le même contexte que la dernière fois, et celui qui donne doit avoir moins de 80 ans, pour protéger aussi les personnes âgées. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur la partie donation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos conseillers dédiés. C'est accessible sur le site et bien évidemment, ces entretiens sont totalement gratuits. Et je me souviens plus si on l'a précisé, mais les montants qui ont été communiqués, c'est le montant jusqu'auquel on ne paye pas de frais de succession. Donc bien sûr, on peut donner plus, mais si on va au-delà, du coup, il y aura des frais. Effectivement, ce sont les plafonds hors fiscalité, mais si vous avez envie de donner 300 000 € à chacun de vos enfants demain, que ce soit 150 000 € par parent ou que ce soit 300 000 € d'un seul côté, que ce soit le père ou la mère, c'est tout à fait possible, mais vous aurez un forfait fiscal. Bien évidemment, il faudra toujours déclarer et il y aura un forfait en déclarant, il y aura un forfait fiscal à s'appliquer. Ces donations, deuxième précision, elles sont, on dit, tous les 15 ans. Si jamais la personne qui a donné décède dans l'intervalle de cette durée des 15 ans, eh bien les sommes d'argent sont réintégrées à la masse successorale. C'est pour ça que c'est pas mal quand on en a les moyens de pouvoir anticiper. Ces donations, vous l'avez compris, vous les placez sur le compte courant et bien évidemment, vous pouvez les investir directement sur les assurances vie YoMoney Kids en choisissant un profil tant que vous avez le contrôle de ce portefeuille qui soit acceptable pour vous, parce que c'est vous qui allez leader cette épargne jusqu'à l'âge de vos enfants, mais on vous recommande fortement une exposition entre le P6 et le P10. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y avait des choses à rajouter, Maëva, de ton côté ? Non, je crois pas. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'on s'était dit pendant la préparation. Donc, en résumé, il faut anticiper. Il faut plutôt privilégier les portefeuilles actions compte tenu de leur horizon de placement de long terme et vous maximiserez toutes les chances de performance pour l'avenir de vos enfants. On vous remercie pour être venu à ce rendez-vous trimestriel. Vous l'aurez compris, gâter vos enfants en leur permettant de faire fructifier leur épargne est un cadeau réellement utile aujourd'hui, mais encore plus demain. Et comme on sait que certaines personnes sont très attachées aux cadeaux sous le sapin, nous vous proposons de gagner le livre de Maëva, Mon budget bento sur pilotage automatique. Pour ça, il faut vous connecter à notre page LinkedIn et commenter le dernier post et il y aura un tirage au sort. On vous remercie, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on vous dit à l'année prochaine. Au revoir. Merci.